Je m'appelle Florence Bergeau-Blaclair, je suis chargée de recherche au CNRS et je travaille depuis 20 ans maintenant sur le marché halal. Le livre qui est paru il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle « Le marché halal ou l'invention d'une tradition », donc un livre paru aux éditions du Seuil, traite de l'histoire de ce marché à partir de l'idée que j'ai développée il y a déjà un certain nombre d'années que le marché halal est le résultat d'une coproduction normative. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour comprendre ce qu'est le halal aujourd'hui, il ne faut pas se référer seulement aux textes religieux. Donc, pour moi, il y a 3 usages du terme halal. Les usages théologiques. Donc, quand les religieux parlent de halal, ce n'est pas du tout la même chose que quand les marchands, les commerçants ou monsieur et madame tout le monde parlent de halal aujourd'hui. C'est le 2e usage, donc l'usage marchand du halal, qui veut dire quelque chose de licite destiné à une consommation musulmane. Donc halal veut dire licite. Dans les usages théologiques, on a 2 acceptions du terme halal. L'usage coranique, dans le Coran, on retrouve assez souvent le terme halal, mais par opposition à ce qui est haram. On n'a pas, comme dans le judaïsme par exemple, un certain nombre de lois de licéité concernant tel ou tel aliment. C'est assez vague dans le Coran, où on parle seulement de l'interdit du porc, par exemple, qui est haram, et très peu finalement de halal. Dans le Coran, ce qui est haram, interdit, c'est aussi ce qui est sacré. Si on veut renverser la proposition, halal pourrait dire profane. Et sur le marché, halal est devenu, si vous voulez, une qualité religieuse pour les aliments et pour tout un tas d'autres choses, on y reviendra, mais qui est devenu presque un prescrit. Alors qu'avant, c'était juste une possibilité, une possibilité, c'est tout ce qui est permis. Tout ce qui est permis, c'est ce qui n'est pas interdit. Et puis, il y a un 3e usage du terme halal, c'est ce que j'appelle le halal comme espace normatif, où là, cette fois-ci, ça concerne toutes les pratiques qui permettent à des musulmans, et pas n'importe quel courant musulman d'ailleurs, de se sentir vivre dans un espace du halal. Un peu séparé, si vous voulez, de l'espace de l'illicite. C'est pour ça que on va trouver aujourd'hui des hôtels halal, du tourisme halal, et on voit se développer en fait, selon un principe d'extension, la norme du halal. Quand je parle de tradition inventée, je fais référence à une expression forgée par un historien britannique, Eric Hobsbawm, qui parle de tradition inventée pour la distinguer de la coutume. Quand je parle de tradition inventée dans ce cas-là, je parle bien du marché halal, bien sûr, et pas du halal en général. C'est bien l'usage commercial du halal qui m'intéresse dans ce livre. Donc c'est bien le marché qui a été inventé, c'est le résultat d'une coproduction. Pour moi, c'est le fruit d'une rencontre, pas forcément programmée, entre le fondamentalisme musulman et sa résurgence dans les années 70 et le néolibéralisme qui devient un peu le paradigme économique dans le monde. Donc pour moi, le marché halal est né de cette rencontre-là. Comment je suis parvenue à cette conclusion-là? C'est tout simplement en partant du bas, c'est-à-dire en commençant mes recherches dans les abattoirs dans les années 90. Je m'aperçois que la plupart de ce qu'on appelle les sacrificateurs musulmans sont arrivés dans les années 70-80. Au départ, ce sont des Iraniens. Le commerce, comment ça se passe? Un commerce s'est établi entre les pays du Moyen-Orient, les pays musulmans, et les pays occidentaux, l'Europe, d'Amérique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui ont exporté leur viande vers les pays musulmans. Pourquoi ce changement? Eh bien, c'est à partir du moment où la rente pétrolière, où il y a de l'argent, la naissance des classes moyennes qui fait que ces pays musulmans vont importer des viandes, vont avoir des besoins qu'ils n'avaient pas avant et vont importer des viandes des pays donc dits occidentaux. Au départ, ils sont assez peu regardants d'ailleurs sur la qualité de la viande, ils s'assurent simplement qu'il n'y a pas de porc dans les cargaisons qui débarquent là-bas.
Et puis, petit à petit, ça va devenir un enjeu, plus que commercial, ça va devenir un enjeu politico-religieux. Certains, en Iran, en Arabie Saoudite, vont imposer des restrictions. Et ce qui va amener, bien sûr, une pénurie dans ces pays-là. Et on va décider, pour que le commerce puisse se poursuivre, de faire des contrôles finalement au départ, c'est-à-dire dans les abattoirs. Évidemment, il n'y a rien qui est précisé dans les textes religieux sur la façon de contrôler la viande dans un contexte industriel. Donc on va inventer ce protocole d'abattage qu'on va appeler halal. Un acteur qui était très important, c'est l'Iran. Quand l'ayatollah Khomeini arrive au pouvoir en 1979 ou 80, il va tenir un discours public qui va avoir des retentissements dans le monde en disant « on n'importera plus la viande mauvaise et pourrie d'Occident ». Bien sûr, c'est une stratégie politique à l'époque, et il va revenir bien sûr sur sa décision en exportant finalement ces personnels religieux dans les abattoirs en Europe, en Australasie, en Amérique du Sud, pour qu'ils contrôlent la viande sur place. Et ils vont jouer un rôle très important dans la mise en place d'un protocole d'abattage halal. L'idée de tradition halal, c'est un argument publicitaire des industries agroalimentaires. Il n'y a rien à justifier, c'est une tradition, on ne va pas vous dire comment ça fonctionne. Les gens veulent halal, on vous donne du halal, c'est ça. On ne s'interroge pas en fait sur ce que les gens demandent et sur ce qui est proposé. Est-ce qu'il y a adéquation ou non? C'est du marketing, donc on n'essaye pas de rentrer dans les détails, donc on appelle ça une tradition. Voilà. Alors, bien sûr, il y a le discours publicitaire, mais il y a aussi le discours publicitaire religieux, et notamment des groupes fondamentalistes qui ont quand même une audience très importante, notamment en France ou en Europe, et qui vont dire « mais oui, il faut manger halal. Il faut manger halal, la viande des gens du livre n'est pas licite, alors que c'était une position qui était courante chez les musulmans tout au long du XXe siècle, qui s'appuyait sur Mohamed Abdou, notamment, le réformiste. Moi, quand je commençais dans les années 90, la plupart des familles musulmanes, on me disait « mais la viande des gens du livre est licite ». Ça veut dire quoi, les gens du livre? Ce sont les chrétiens et les juifs. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir une boucherie halal. Alors ça, c'était une partie des familles. Une autre partie avait quand même envie de garder une viande dite égorgée, parce qu'ils ils croyaient que les viandes issues des abattoirs conventionnels, français, n'égorgeaient pas les animaux. Il y avait la croyance que quand on abattait un animal, quand on abat un animal dans le circuit commercial conventionnel, on tue l'animal d'un coup de pistolet. Donc le sang reste, donc c'est impur, etc. Donc il y avait cette croyance qu'il fallait absolument une viande égorgée. En réalité, dans les abattoirs, toutes les viandes sont égorgées. La seule différence entre un abattage halal et un abattage conventionnel, c'est que dans le cas de l'abattage halal, on n'étourdit pas l'animal. Après, dans les années 2000, il y a eu l'Union européenne a commencé à être plus stricte sur le geste d'abattage, ce qui a modifié, ce qui a créé une différence entre l'abattage dit halal et l'abattage conventionnel. Mais ce n'est pas le rite qui était différent. Au départ, si vous voulez, dans les années 80, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on n'étourdit pas dans le cas du halal. Et après, il y a des changements au niveau de l'Union européenne qui font que les gestes maintenant sont très différenciés, puisqu'ils n'ont été appliqués qu'aux abattages conventionnels et pas aux abattages halal. Les intérêts économiques du marché halal sont considérables, c'est un marché mondialisé, d'autant que le périmètre du halal s'est élargi. C'était la viande, puis c'est devenu les aliments, et aujourd'hui les cosmétiques, les médicaments et tout ce qui peut s'incorporer. Mais pas seulement, il y a aussi l'hôtellerie halal, le tourisme halal, il y a toutes sortes, les médias halal, et c'est devenu donc un marché gigantesque autour duquel il y a une publicité
assez considérable de la part des pays musulmans, et en particulier des Émirats arabes unis, de la Turquie, de la Malaisie, bien sûr, qui a été un acteur très important, mais aussi de grands groupes, de grandes multinationales, des banques, bien sûr, des assurances qui sont derrière la publicité sur le marché halal pour répondre aux soi-disant besoins des musulmans du monde. Il y a eu une deuxième étape de l'extension de la norme halal, c'est dans les années 90, avec la publication des normes halal du Codex Alimentarius. Là, on est passé de la viande aux aliments et à tout ce qui peut s'incorporer, puisque ont été déclarés illicites et donc non halal tout ce qui peut contenir du porc ou de l'alcool ou des viandes non saignées, enfin non rituelles. À ce moment-là, comme la plupart des médicaments, des aliments qui contiennent du porc ou de l'alcool sont déclarés donc illicites. À partir du moment où on déclare illicite, on va pouvoir fabriquer des gammes licites. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans la dynamique du marché halal, c'est qu'il s'étend par aramisation. La halalisation, c'est toujours le deuxième temps de la haramisation, c'est-à-dire le fait d'interdire. Haram, interdit. Donc ça, c'est le marché. C'est le marché qui norme tout aujourd'hui, le marché néolibéral qui norme tout, qui produit cet effet-là. Et les religieux suivent, mais pas n'importe quel religieux. Certains groupes qui sont légalistes, qui ont une conception du religieux, ce que j'appelle fondamentaliste. Il y a des groupes religieux, certains soufis ou certains libéraux, qui n'adhèrent pas du tout à cette conception marchande du halal. Ce qui est embêtant, si on peut dire, c'est que cette conception du halal véhicule quand même des normes que j'appelle fondamentalistes, et que même si la plupart des musulmans ne sont pas adhérents ou ne soutiennent pas ces mouvements, de fait ils payent pour cela, parce que c'est ce que j'appelle le premium du barbu. À partir du moment où vous pensez qu'il vous faut manger une viande saine, bon, en conformité avec ce que vous croyez, vous avez la foi, vous êtes musulman, vous allez aller à la boucherie, vous allez être tenté d'aller à la boucherie tenue par un salafiste, par exemple, qui a la barbe, qui a toute une éthique de pureté qu'un musulman, je dirais, ordinaire, enfin pas fondamentaliste, n'aura pas nécessairement. Donc c'est là que, évidemment, il va lui donner un avantage normatif et économique. Et c'est comme ça que le marché halal progresse de façon considérable. Ce n'est pas par adhésion à la norme religieuse, mais par choix consumériste. Ce consumérisme religieux doit, à mon avis, être mieux étudié dans le monde académique, parce que je pense qu'il faudrait trianguler les relations religion-politique en intégrant en fait un troisième paramètre, c'est celui de l'économie. C'est tout à fait important aujourd'hui au XXIe siècle. Pour la norme halal, je pense aussi qu'il y a des acteurs religieux qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe sur le marché, de la façon dont on va réduire finalement cette norme halal et le couper de toute la tradition, de toute la coutume, de toutes les coutumes religieuses, de les couper finalement de ses sources, de ses origines. Et ça, c'est assez préoccupant, puisque ça devient juste une espèce de certificat commercial, mais qui quand même produit des effets dans la société, sépare les gens, les musulmans et les non-musulmans, et je dirais réduisent la richesse du patrimoine religieux.